si jamais ils ne m'entendent pas. Mais merci beaucoup de participer à cette conférence, hein, une conférence où nous avons deux éminents conférenciers de rang mondial, je vais dire ça comme ça. Premièrement, Nathalie de Marcelis-Warin, qui est PDG du Cyrano et également professeur titulaire à Polytechnique Montréal et chercheur au CREST. Et avec elle, nous avons Stéphane Schulz. Stéphane qui est professeur titulaire aussi à l'Université de Graz en Autriche et qui est médecin de formation et qui, ça fait plus de 25 ans qu'il travaille dans le domaine de l'informatique de santé. Et bien entendu, vous aurez à l'animation votre serviteur, Jean-Noël, qui est lui professeur adjoint à l'École de santé publique et chercheur également au CRES. Et bon, comme je sais que vous n'êtes pas venu pour m'écouter, mais plutôt pour écouter les conférenciers, je ne serai pas long en termes d'introduction. Donc, je vais directement laisser la parole à Nathalie pour sa présentation sur l'acceptabilité sociale du partage des données de santé. Et Nathalie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Alors, bonjour à ceux qui sont dans la salle et bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc, c'est ça. Moi, je vais introduire, donc on va parler de données de santé et de partage de données de santé, de partage secondaire et aussi d'acceptabilité sociale. Et je pense qu'après, mon collègue on regardera réellement le volet qualité des données dans lequel ils vont être. Donc, moi, je vais vous présenter, en fait, donc ça fait plusieurs années qu'on travaille au Cyrano notamment et avec l'OPIA sur l'enjeu du partage des données de santé, les éléments qui sont reliés notamment à l'acceptabilité sociale. Donc, j'ai repris, en fait, juste une définition qu'utilisent les IRSC quand on parle de données de santé. De façon classique, quand on parle de données de santé, on parle de données qui sont obtenues soit par les enquêtes sur la santé, les informations contenues dans les dossiers des hôpitaux, médecins, laboratoires, facturation, enregistrement, autorités provinciales, fédérales. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de données. On a aussi des données qui sont les données de naissance, de décès, registre des cancers, dossier d'emploi, donc maladie aussi, SST. Donc, il y a toute une série de données finalement qui sont utilisées. De plus en plus, en fait, il y a un petit décalage dessus. Excusez-moi. Donc, sauf que depuis quelque temps, finalement, c'est une définition qui évolue. Pourquoi elle évolue? Parce qu'en fait, quand on parle de santé, maintenant, on inclut en fait dans cette définition-là le bien-être physique, la santé mentale, les impacts sociaux, la santé environnementale. Donc, non, quand on parle de données de santé, parfois, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. Ça sort évidemment de données qui sont dans les établissements de santé ou qui sont dans le réseau de la santé d'une certaine façon. Et aussi, on a vu, en fait, avec notamment l'avènement de la télésanté, tout ce qui est e-santé, en fait, là aussi, c'est d'autres types de données qui circulent, la télémédecine, robotique, tout ce qui est objets connectés et ce qu'on a appelé la M-santé. Donc, en fait, finalement, ces applications mobiles, votre monde connecté, tout ça. Donc, aujourd'hui, finalement, quand on parle de données de santé, c'est beaucoup plus large que seulement la définition que l'on en avait. Donc, on parle de données non structurées, donc d'une certaine façon, des données qui peuvent être collectées. On verra aussi qu'il y a des données qui peuvent être dévoilées ou en tout cas sur les réseaux sociaux, par exemple. Les gens vont chercher sur Google, en fait, les symptômes de la grippe, par exemple. C'est une façon aussi de voir des tendances qui vont aller à identifier finalement de l'information sur la santé. Ça peut être aussi des données qui sont plus de façon personnelle partagées sur les réseaux sociaux notamment. Donc, quand on parle de données de santé, on englobe finalement maintenant l'ensemble de ces données-là. L'autre élément aussi qui est important, c'est quand on parle de partage et d'utilisation secondaire des données de santé. Donc, le partage des données de santé, d'une certaine façon, c'est souvent avec, on a des données de santé, elles sont partagées par exemple par un professionnel de la santé, ça permet d'émettre un diagnostic, ça permet d'émettre un plan de traitement par exemple. Lorsqu'on parle de données secondaires et d'utilisation secondaire des données de santé, là on considère qu'on va réutiliser des données de santé qui n'ont pas été produites à l'origine pour permettre de réaliser ces études-là. Donc ça va être, on va les mettre dans un pool de données, plusieurs patients qui ont par exemple le même type de diagnostic et pouvoir faire des données. Donc on est dans une utilisation qui est secondaire, que ce n'est pas celle pour laquelle on a collecté les données au départ, mais que, mises tous ensemble, ces données pourraient avoir un impact important. Lorsqu'on parle de l'utilisation de l'IA, notamment en particulier, on va dire, j'ai mis l'IA pour simplifier, mais en fait, c'est l'utilisation d'algorithmes qui vont permettre finalement, on développe soit une puissance de calcul, soit on est capable finalement de faire de l'appariement de données, on est capable d'utiliser des modèles prédictifs, par exemple. Là, ce qui est important, c'est que les nombreuses applications, en tout cas dans le développement aujourd'hui qu'on envoie de l'IA,
permettent d'aider, en tout cas, ou d'aider à la prise de décision, ou d'aider à identifier un certain nombre de phénomènes, soit au moment du diagnostic, qui pourraient être des algorithmes, en fait, par exemple, qui vont permettre de diagnostiquer un certain nombre de maladies. On a des images médicales, des données de laboratoire, des antécédents médicaux, d'autres données de santé. Donc, il y a tout un ensemble, en fait, finalement, de méthodes qui permettraient, au niveau diagnostic, on peut faire de la lecture d'images et mis dans un pool d'un ensemble d'images beaucoup plus grand. Ça permet évidemment d'identifier plus rapidement un élément. Ça peut être au niveau de la prévention, donc ça pourrait être en fait des modèles qui vont permettre, par exemple, d'identifier des risques de maladies. On est capable d'aller chercher des facteurs de risque. Donc, comme on aurait pu le faire, mais là, dans ce cas-là, c'est des systèmes qui peuvent permettre finalement de prédire en fait une probabilité, par exemple, de développer un certain nombre de maladies qui pourraient amener des programmes de prévention plus personnalisés, notamment par exemple des régimes alimentaires ou dans des contextes qui sont déjà utiles. L'autre élément en fait dans lequel on l'utilise, c'est aussi tout ce qui est maladie chronique aujourd'hui. Donc, on commence à y avoir des systèmes, des algorithmes qui permettent de surveiller finalement des patients qui sont atteints de maladies chroniques, et ça permet en temps réel, par exemple, de fournir des recommandations. Vous voyez que là, il y a des chiffres. Je parle exprès de grands jeux de données, de temps réel. Donc là, on voit qu'avec l'utilisation notamment de certains types d'algorithmes, de méthodes d'apprentissage, on est capable en fait de faire des choses un petit peu plus qui pourraient permettre en fait d'agir peut-être plus rapidement au bon moment. Ça permet aussi d'améliorer la qualité des soins. On a vu par exemple, ça permet finalement d'aller chercher de suite des protocoles, d'essayer de regarder, d'identifier, comme on peut identifier par exemple des événements qui surviennent. L'idée, ça serait de pouvoir l'utiliser à prévenir certains types d'erreurs médicales, par exemple, ou d'améliorer la sécurité des patients. Et dans la recherche aussi, on voit aussi qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement pour permettre finalement d'aider à découvrir de nouveaux traitements. Donc, on voit que là, c'est un modèle qui est des modèles qui sont plus prédictifs ou alors dans l'optimisation d'essais cliniques ou d'utilisation des médicaments. Donc, finalement, on a toute une série, en fait, de données. Alors là, je m'excuse, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Ceux qui sont en ligne le voient peut-être mieux sur leur ordinateur. Mais l'idée, en fait, c'est quand on parle de données de santé, c'est à la fois, c'est la big map, en fait, de tout l'ensemble des données qu'on pourrait avoir accès. Il y a à la fois des données qui sont structurées, qu'on retrouve, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, dans mon premier slide, dans des données de santé de dossiers de patients. Mais ça peut aller plus loin parce que ça peut aller des dossiers au niveau de la pharmacie, l'enregistrement, des différents centres de données, des différents services. Et vous avez évidemment, selon les types de traitements que vous avez eu, ou tout simplement des données qui sont reliées à des types de symptômes, de qualité de vie, des données socio-économiques. Donc, on est capable évidemment d'amener finalement beaucoup de données en plus des données médicales directement que l'on avait. Et l'autre partie, en fait, c'est ce que l'on appelle les données non structurées. C'est qu'on est capable d'aller chercher dans des rapports, dans des images, dans d'autres types de choses. On essaye de ramener ces données-là. Et tout à la fin, il y avait les données que j'appelais des données de réseaux sociaux ou des données qui sont en dehors du système de santé, en dehors de toute chose. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même une richesse en termes de quantité de données, en termes d'accès aux données et de types de données qui sont assez intéressantes, en fait, et on voit qu'il y a une évolution, finalement, dans les méthodes qu'on utilise. Ça complète, finalement, les méthodes qu'on utilisait de façon classique, et ça permet de comprendre un petit peu, d'amener peut-être des prédictions qu'on n'aurait pas pu avoir. Désolée, c'est ma faute. Okay. Un autre exemple, en fait, c'est qu'il y a aussi un autre élément de plus en plus que l'on voit, c'est où le patient, finalement, rapporte lui-même des résultats. Par exemple, des résultats sur la douleur, des résultats sur suite à un traitement, les résultats du traitement, par exemple. On a l'exemple, en fait, d'une base de données sur laquelle on travaille actuellement au Cyrano, qui s'appelle RhumaData. C'est une base de données, en fait, qui est construite par des médecins rhumatologues. Et l'objectif, en fait, évidemment, c'est pour les patients, pour permettre de collecter des données, d'avoir une analyse de l'efficacité des traitements. Donc, ça fait 25 ans, et là, c'est des patients qui rapportent, en fait, donc qui remplissent après chaque visite et avant chaque visite par rapport au traitement à différents moments. Donc là, le patient, c'est une partie prenante. Ils ont un pool de 23 500 patients. Et en fait, ce qu'ils regardent, finalement, c'est qu'ils rapportent, ils ont des questionnaires de santé de patients, mais ils ont aussi plein de données. Donc, il y a ceux qui ne remplissent pas, mais ils ont plein de données sur le patient, où ils habitent, en fait, toute une série de choses. Et comme c'est en rhumatologie, c'est suivi, évidemment, c'est des données longitudinales, mais ils le bonifient à chaque fois. Puis, un élément intéressant par rapport à l'édition qu'on va avoir tout à l'heure, c'est qu'ils font, évidemment, c'est des données auto-régulées, disons, par les patients. Donc, ils font très attention aussi, en fait, pour l'intégrité des données, de la façon dont c'est fait, parce que c'est rapporté directement par le patient. Donc là, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de plus en plus, on voit, soit dans un contexte comme celui-là, où là, en fait, leur objectif,
c'est de prédire en fait la non-adhérence de certains types de patients à des traitements, pouvoir mettre en place des processus d'accompagnement, par exemple. Parce qu'ils se rendent compte que souvent, ce type de maladie chronique, par exemple, à un moment donné, il y a des patients qui vont, à moins que la douleur soit très forte, mais qui vont peut-être pas prendre leur traitement, le suivre de la bonne façon. Et c'est des façons pour eux d'essayer d'identifier avec ces études-là, donc les modèles sur lesquels les chercheurs travaillent actuellement au Cyrano, c'est de voir ce qu'on peut mieux prédire, en fait, finalement, la probabilité que certains types de patients avec certaines caractéristiques auraient une probabilité plus forte, finalement, de ne pas suivre leur traitement comme il faut, parce que c'est des médicaments qui coûtent assez cher, et ils se rendent compte que finalement, l'efficacité n'est pas toujours reliée, soit parce que ce n'est pas le bon traitement, soit parce que ce n'est pas la bonne façon de le suivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les rhumatologues eux-mêmes, en fait, peuvent trouver un moyen, en regardant cette base de données-là, se comparer. Ils n'ont pas parfois les mêmes plans de traitement, donc il y a aussi cette possibilité-là. Alors, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, les rhumatologues qui adhèrent en fait à mettre des données dans cette base de données-là, le voient vraiment comme un outil d'aide à la décision, d'un outil d'accompagnement, d'un outil pour pouvoir se comparer d'une certaine façon. On a un autre projet, en fait, je pense pas que je vous ai parlé là dans le projet, où ça n'avait pas fonctionné finalement, il n'y avait pas l'adhésion des professionnels de la santé parce qu'eux envoyaient un moyen de contrôler et de monitorer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est intéressant aussi de regarder ça, c'est que là, c'est un exemple qui fonctionne très bien, qui fonctionne depuis longtemps, et finalement, évidemment, ils aimeraient qu'il y ait même d'autres rhumatologues qui mettent des poules de patients dans l'Institut de rhumatologie de Montréal, qui est à l'initiative, et ils sont avec les gens de Québec et avec d'autres endroits, d'autres instituts aussi. Mais c'est pas toujours, on a l'impression que c'est un outil qui va fonctionner. On avait un autre cas où on trouvait vraiment ça intéressant. Tout le monde était d'accord, mais pas les médecins au final, parce que au lieu de voir ça comme un outil d'amélioration, ils voyaient ça comme un outil de contrôle et de monitorage, et ça n'avait pas du tout fonctionné. Ça va. Donc, l'idée, évidemment, pour nous, en fait, c'est de regarder. Donc là, on a vu l'ensemble des données qui sont disponibles. On voit que finalement, on a beaucoup plus de données qui sont encore disponibles. L'idée, évidemment, ça va voir comment on peut faire l'appariement, comment on peut suivre ces données-là dans le temps. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on essaie de valoriser ces données-là de santé, que ce soit pour la recherche. Puis ça va plus loin, parce que là, tout à l'heure, on était vraiment relié, par exemple, soins cliniques, recherche, mais on voit que ça peut aider aussi dans l'organisation des soins, différents niveaux. Il y a un rapport qui a été publié en 2020 par la Commission d'éthique en sciences et technologies qui était justement un petit peu sur la valorisation des données de santé et qui permettait évidemment de regarder dans chacun des éléments, c'est quoi les études qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Donc, l'idée, évidemment, pour nous, c'est de voir dans tout ce processus de valorisation des données de santé, notamment, c'est en fait, parce que là, évidemment, on va parler d'acceptabilité sociale, donc c'est de voir comment, nous, on le voit d'un point de vue, dans les premiers éléments que je vous ai montrés, je vous ai parlé de plan de traitement, d'efficacité de traitement, d'adhérence au traitement, donc on voit un peu les bénéfices que ça pourrait apporter. L'objectif, c'est de voir, en fait, finalement, comment, de façon même plus large, en fait, la valorisation de ces données de santé pourrait amener, finalement, un système qu'on appelle le système de santé apprenant à améliorer, en fait, peut être le fonctionnement grâce à ces larges ensembles de données, tout ce qui pourrait améliorer finalement la qualité des soins à tous les niveaux en fait du système, et peut-être voir en fait y aller avec des projets pilotes qui donneraient des résultats probants, qui permettraient de dire on pourrait voir à grande échelle ce que ça pourrait faire. Donc évidemment, les enjeux qui sont reliés à ça, c'est qu'il faut pouvoir permettre d'agréger ces données. Donc tout à l'heure, je parle que Lunadata, c'est une base de données qui est avec l'Institut de rhumatologie de Montréal, mais eux, ils ont besoin d'avoir une plateforme pour que les gens puissent rentrer leurs données. Donc, à petite échelle, donc, ça fonctionne. Maintenant, il faudrait le voir. Donc, on parle d'innovation technologique, de plateforme de partage de données, de plateforme apprenante. Et évidemment, l'objectif pour nous, en fait, quand on voit cette valorisation des données, c'est d'essayer de montrer comment, en fait, on repousse les dossiers de ce fameux dossier patient, les limites, pardon, ou les frontières d'un dossier patient. Parce que là, actuellement, la logique, c'est de dire, on amène tout dans un dossier, puis à partir de là, on fait des analyses. Donc là, l'objectif, ça serait de faire de façon les données sont partout, c'est pas grave. Comment on peut faire pour les utiliser, les agréger de façon à ce que ce soit important. Et en même temps, donc là, vous voyez, on a l'objet qui est plutôt sociétal ou social ou des grands ensembles de données. Et en même temps, on parle de médecine de précision. C'est que finalement, grâce à toutes ces données-là qui sont partout, on serait capable d'avoir une analyse beaucoup plus précise sur certains des sujets. Donc, l'idée, ça va être de voir en fait comment on change d'échelle. Donc, on va parler de données massives. Donc, ça ne peut pas être
tous les traitements. Si je parle des maladies rares, par exemple, c'est sûr que si on veut augmenter le pouls, ça veut dire qu'il va falloir pouler au niveau mondial, par exemple. D'accord? Donc, vous voyez l'échelle qui est là. Mais pour certains types de données, rapidement, on atteint en fait des grandes échelles importantes. Et on atteint aussi des nouvelles façons de pouvoir regarder, comme je disais tout à l'heure, en termes de volume, de variabilité, d'énicité et puis véracité par rapport à ça. L'idée, évidemment, ça va être de regarder que toutes ces données-là, qu'on aille les chercher dans le système de santé, en dehors du système de santé, par les questionnaires patients ou ailleurs, en fait, c'est qu'il faut qu'elles soient de haute qualité. D'accord? Parce que, là, encore une fois, si c'est un patient qui répond n'importe quoi, à un moment donné, il faut pouvoir peut-être le détecter, ou on ne sait pas, ou qui ne répond pas, c'est un autre élément par rapport à ça. Mais après, ces autres éléments, je pense que mon collègue en parlera plus en détail, moi, je n'en parlerai pas en détail, mais c'est qu'il faut que ces données soient facilement accessibles, réutilisables, interopérables. Donc, tous les principes FAIR que l'on connaît, qui montrent que finalement, c'est ça qu'il faut intégrer. Donc, ça paraît simple finalement quand on le dit. On voit, je vous ai montré plein de données, il y en a partout. Ça a l'air de montrer qu'on peut avoir des méthodes, mais dans l'action qu'on peut mettre en place, c'est un petit peu difficile. L'autre élément, en fait, qui peut être intéressant, c'est de regarder finalement, là, on part du principe que les données sont mises dans des bases de données, qu'elles sont partageables et que les gens souhaitent les partager. Qu'on a regardé, nous, précisément, en fait, on a fait une étude pour voir, finalement, est-ce qu'il y avait des barrières à ce partage de données-là? Parce qu'il faut qu'elles soient accessibles, opérables et tout ça, mais il y a peut-être, quand on prend l'exemple, en fait, de Rumadata, il y a quand même les patients qui doivent donner leur consentement, pas seulement pour qu'on utilise leurs données, mais qu'en plus, il y a quelque chose d'actif. Donc, il y a le passif, j'accepte que vous utilisez mes données pour faire les analyses que vous avez dans votre système. Et en plus, moi, je vais compléter ces données-là en remplissant un questionnaire. Là, l'idée, ça va être de regarder finalement, est-ce que ce partage de données-là est efficace? Est-ce que les gens souhaitent le faire? Et donc, en fait, ce qu'on a regardé finalement, quand on parle d'acceptabilité sociale, souvent, c'est est-ce que les individus, en fait, considèrent qu'il y a plus de bénéfices que de risques à partager, à donner leur consentement à ce partage de données-là. Et donc, en fait, les 4 facteurs qu'on met en évidence souvent quand on regarde, en fait, l'acceptabilité sociale, c'est, dans un premier temps, est-ce que je considère qu'il y a des bénéfices à ce partage des données? On sait que parfois, il y a des risques, mais le bénéfice est plus important que le risque, donc on va y aller. Est-ce qu'on a des risques perçus? Alors, j'insiste bien sur le perçu parce que là, c'est une décision individuelle basée sur un ensemble de données. Okay? Et c'est pour ça qu'on regardera c'est quoi le niveau de connaissance, la littératie qu'il y a autour de la donnée qui va être importante. Donc, on a les bénéfices perçus, les risques perçus. Et il y a aussi l'élément qu'on va voir la différence entre le pour moi et pour la société. Là aussi, ça va être important de faire la différence parce que parfois, je vois le bénéfice pour moi, mais par contre, ou pour la société, mais je ne le vois pas pour moi, par exemple, ou je suis prêt à prendre des risques pour moi, mais peut-être pas pour un ensemble, ou le contraire. Il y a le niveau de confiance que l'on a vis-à-vis de ceux qui encadrent finalement cette collecte de données, ce partage de données. Et finalement, dans certains cas, on va le voir, le rôle du secteur privé, citer quelqu'un d'externe par rapport à ça. Et l'autre élément, en fait, qui peut facilement, comme on parle de risque perçu, de bénéfice perçu, finalement, il y a le niveau d'information des individus, en fait, des patients, dans ce cas-là, par exemple, qui peut être relié, en fait, où ils vont s'informer, auprès de qui, qu'est-ce que ça peut avoir comme information. Donc, si on regarde finalement les éléments, alors ça, j'ai repris ça encore du rapport sur la commission d'éthique et de la science en technologie. La confiance, vous voyez, finalement, ce qu'ils veulent, on va regarder, c'est les éléments qui vont ressortir, c'est pour avoir un niveau de confiance dans ce partage de données-là. On va aller voir est-ce que ça protège la vie privée, est-ce que ça a un impact sur justice, équité, bien-être, santé, avancement des connaissances, innovation. Donc, en fait, il y a tout un certain nombre, en fait, de dimensions, qu'elles soient individuelles au niveau de la personne ou de la société, qui vont être modifiées. Donc, ça veut dire que 2 individus vont peut-être pas avoir, en fait, la même perception des bénéfices ou des risques pour plein de raisons, en fait. Et il y a un système de valeurs qui encadre, évidemment, ces niveaux de perception qui va être vraiment important. Donc, on est là-dedans par rapport à ça, mais évidemment, on verra qu'il y a un certain nombre d'informations qui ressortent souvent, c'est au niveau de la transparence des données ou du système de partage, les enjeux de responsabilité. Donc, ça va être un autre niveau, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est important de voir que finalement, quand on parle d'acceptabilité sociale, il y a toute une série finalement de variables en fait, qui permettent d'expliquer pourquoi certaines personnes ne donneraient pas leur consentement ou le donneraient. Il y a plusieurs études qui ont déjà été faites. Donc, nous, on en a fait une spécifiquement, mais il y a plusieurs études qui ont été faites. Puis c'est intéressant de comprendre un petit peu. Donc, c'est des enquêtes. Donc, ça, c'est une enquête qui a été faite par Daniel Caron et collègues en 2020, donc, avec des collègues du Cyrano notamment. Puis, ce qu'ils ont regardé, c'est finalement, est-ce que vous acceptiez que le partage ou pas
de partager vos données. Et ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont fait comme un tel, dans le sens qu'ils ont donné des informations. Ils n'ont pas donné d'informations, ils ont posé la question au départ, voilà, est-ce que vous seriez d'accord pour partager vos données de santé? Et après, donc il y avait un certain nombre qui acceptaient, et après, ils expliquaient les conditions pour que le partage soit acceptable, notamment en regardant un certain nombre d'informations. Et ce qu'on voyait finalement, c'est que les conditions pour que ce partage soit acceptable, il y avait un certain nombre qui parlaient qu'il fallait qu'il y ait une sécurité des renseignements, que ça améliore la qualité de service, que ce soit anonyme, que c'est bénéfique pour sa propre santé, sans diminuer les coûts. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on voyait, c'est que la plupart des répondants étaient en faveur, parce que si le bénéfice principal était sa propre santé, mais ils voyaient des enjeux au niveau de la sécurité et de l'anonymat. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, d'une façon générale, il y avait une volonté de partager, mais avec quelques préoccupations. Il y a une autre étude qui a été faite après, qui a été faite en fait avec. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites où on était là à regarder justement, et c'était notamment en 2020 quand on avait le projet de loi, puis toutes les discussions qu'il y avait sur le partage des données de santé, notamment. Alors, en fait, là, il y avait. Donc, c'est un sondage fait par l'Association pour la santé publique du Québec. 6 Québécois sur 10 étaient en faveur d'un partage de données anonymisé de la RAMQ sur l'état de santé des Québécois. Utilisation par des chercheurs affiliés à l'Université québécoise, à des ministères ou des organismes paragouvernementaux, à l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est des questions qui étaient posées. Il y a quand même 63% pour les chercheurs universitaires. Et après, on a eu plusieurs études qui ont été faites par la professeure Cumin à l'Université de Sherbrooke et qui regardaient finalement, elle travaille beaucoup sur les modèles de consentement et voir en fait qu'est-ce qui pourrait faire changer finalement d'avis les différents types de consentement. Alors, on a du consentement délégué, consentement indirect ou un consentement méta-consentement, c'est-à-dire j'accepte tout. Puis là, ce qui était intéressant aussi quand on regarde, c'est que la plupart des gens qui ont été interrogés donnent beaucoup de valeur justement à ce consentement-là, à la transparence qu'il y a, qui n'utilise pas ou pourquoi être donné, et qui voulaient être informés justement concernant ce partage-là avant qu'il soit partagé et utilisé. Et pouvoir retirer son consentement ou pouvoir avoir un rôle actif en fait. On va passer à celle d'après. Et donc, ce qu'on regardait dans le graphique qui est là, c'est qu'ils avaient 4, quand ils regardaient le modèle de méta-consentement, les différences qu'il y avait entre ceux qui disaient, OK, j'ai une option de sortie, si vous voulez, d'une certaine façon, je pourrais dire, ah non, je ne veux plus partager mes données, je veux le savoir, mais il y avait 4 éléments qui étaient regardés, c'est qu'il y avait des différences en fait. Est-ce que les données que je partage, c'était au niveau local ou il y avait une possibilité que ce soit en dehors du Canada, le local étant au Canada versus ailleurs. Donc évidemment, les gens préfèrent partager si ça reste au Canada. Donc ça, c'était un premier élément. Après, il y avait des éléments qui étaient reliés entre université et entreprise. Donc, est-ce que c'est du public ou du privé, universitaire ou pas? Puis là, on voyait évidemment qu'ils sont d'accord pour partager au niveau recherche publique ou universitaire, mais dès que ça rentre une entreprise, c'est moins le cas. Il y avait une approche, est-ce que vous êtes d'accord qu'on révèle votre identité avec des spécificités au niveau plutôt personnel ou pas? Évidemment, là, on voit que souvent, c'est plutôt l'anonymisation qui va être important. Et le dernier élément, c'est dès qu'il y avait des données génétiques qui étaient impliquées, là, il y avait vraiment une diminution du consentement à vouloir donner. Donc ça, c'est vraiment des données qui ont été faites à partir d'un échantillon où on a regardé finalement comment, pour aller vers méta-consentement avec possibilité de sortie ou pas. Mais c'était des façons d'essayer de voir est-ce que ça a augmenté l'acceptabilité, disons, du partage de données, toujours en essayant de regarder la transparence, le contrôle avec le choix du partage, le choix d'accès, de pouvoir y aller, un accès aussi au niveau de la personnalisation par rapport au partage. Il y a eu évidemment aussi d'autres études. Moi, je parlais que quand on parlait de données de santé, donc là, c'est vraiment des données de dossiers patients qu'il y avait juste avant. Là, maintenant, on a aussi tout l'aspect des données connectées, partage de données de santé à partir d'objets connectés. Puis là, ce qui était intéressant aussi, c'est pareil, c'est que il y a pris la majorité des répondants qui répondaient négativement étaient assez investis lorsque c'était du partage de données reliées à des données connectées. La plupart du temps, quand vous avez une montre connectée, quand vous avez une application sur votre téléphone, vous avez l'impression que c'est en circuit fermé, là, on va dire ça d'une certaine façon. Si vous le faites et vous l'utilisez, c'est pour vous voyez les bénéfices directs. Mais dès que ça s'est partagé, en fait, il y en a certains, parce que la question, c'était de dire, OK, vous l'avez utilisé. Est-ce que ça peut aller pour des services extra? Est-ce que de la recherche scientifique, de l'intérêt public et tout ça? Et la plupart du temps, ils n'étaient pas d'accord. Ils veulent utiliser ça. Sauf que peut-être qu'ils ne sont pas assez informés que quand c'est sur leur montre, quand c'est dans leur téléphone, c'est déjà partout. Mais en tout cas, c'était ça l'information qui était donnée. C'est ça qui était intéressant dans ce qu'on a vu. L'autre élément qu'on avait regardé évidemment aussi, c'est un petit peu plus loin, on est allé regarder par rapport à l'intelligence artificielle en particulier
Et là, ce qu'on voyait, c'est qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient une bonne connaissance de c'était l'intelligence artificielle et que ça pouvait présenter des risques pour la société, mais que finalement, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que, j'en parle moi en disant il y a algorithme, en tout cas, je donnais des définitions, mais quand ils ont changé, en fait, là, c'est une étude qui a été faite par un de nos collègues à l'Université Laval, et en fait, quand ils disaient, être d'accord pour utiliser une application disant l'intelligence artificielle, un algorithme, une intelligence machine, donc ils ont changé le mot selon les gens, et finalement, algorithme, pourquoi pas, mais c'est selon ce qu'on utilisait, finalement, dès qu'on parlait d'intelligence artificielle, il y avait un biais négatif. Alors que, c'est des mots qui pourraient être des substituts, on va dire, dans l'utilisation. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a une méconnaissance, finalement, de la technologie ou des éléments. Et finalement, là, c'est dans les applications de traçage, donc le contexte est très particulier. Et ça montre bien que la formulation ou l'utilisation du vocabulaire. Donc là, moi, je vais vous donner juste quelques résultats récents, en fait, que l'on a eu d'un baromètre qu'on a fait au niveau avec l'OBIA, où on regardait avec un échantillon de ressenti de la population quelques questions pour comprendre justement ce partage des données-là. Dans ce contexte-là, nous, notre objectif était d'essayer de voir justement, je vais déjà amorcer un élément de réponse quand je parlais des applications de santé, mais on voulait voir en fait justement si les gens avaient, entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font et ce qui est la réalité, s'il y avait des différences. Donc finalement, la première question, c'était qu'on leur demandait est-ce qu'ils partagent, ils ont tendance à partager des renseignements personnels. Et donc, vous voyez que la 20% ne disent jamais, 31% très rarement, 32% rarement, puis vous voyez régulièrement que là c'est 13% en fait. Donc finalement, les gens considèrent que non, ils protègent leurs données de santé, leurs données personnelles. Finalement, c'est surtout les moins de 35 ans qui étaient plus nombreux à les partager. Donc, dans le 12-13%, c'est ça. Et les femmes étaient celles qui déclaraient ne faire jamais ou très rarement. Quand on regarde finalement comment ils se comportent, donc ce qu'ils déclaraient faire, pour chacune des technologies et des services numériques, indiquez votre fréquence d'utilisation. Puis là, vous voyez que finalement, tout ce qui est téléphone intelligent, utilisation d'applications, navigation sur Internet, c'est vraiment utilisé de façon très développée. Ce qui est le moins, en fait, c'est objets connectés. Vous voyez, il y a 50% qui n'en ont pas, donc on a une petite partie des gens qui le considèrent. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'on voit que par rapport au stade d'avant, on disait qu'ils protégeaient leurs données personnelles, dans leur comportement aujourd'hui, on aurait pu poser la question qu'à chaque fois que vous allez utiliser une application, est-ce que vous êtes allé voir tous les éléments de sécurité, où sont stockées vos données, comment elles le sont. Si on voulait la cohérence avec la question d'avant, c'est ça qu'on devrait aller voir. Donc, l'autre question, évidemment, et quand on regarde finalement les réseaux sociaux en particulier, vous voyez qu'il y a 83% qui disent les utiliser de façon profil personnel. Et c'est la deuxième partie, les mêmes gens qui nous ont répondu qui ne partageaient pas leurs données personnelles. On a 80% qui nous ont dit qu'il y avait un moyen très facile de les identifier avec une photo, avec leur nom ou un numéro de téléphone. Donc, ça veut dire que quand ils voient un intérêt en fait, de partager ces données-là, certainement, ils le font aussi. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu de littératie, on parlait de littératie des données tout à l'heure, il y a un enjeu de littératie au niveau même du partage, en fait, et de la compréhension qu'on a de ce qu'est une donnée qui est personnelle, une donnée qui est protégée, parce qu'on voit que dans les comportements, finalement, il y a vraiment une différence. Donc, ça va être vraiment important qu'à un moment donné, il y a un cadre qui les aide. Donc, finalement, là, ça revient, on avait posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est le terme intelligence artificielle? Donc là, évidemment, là, il y a plus de personnes qui pensent qu'ils savent, en tout cas, parce qu'ils sont surtout les hommes, nous ont dit plus simple, ils savaient exactement ce que c'est quoi. Et ceux qui avaient des loyers plus importants, des salaires plus élevés. Donc, ça, c'était les deux différences significatives. Tu peux passer, ça a bougé, ça m'a regardé. Et par contre, ce qui est intéressant par rapport à tout à l'heure, c'est quand je disais, c'est quoi l'importance des bénéfices par rapport à l'utilisation et le partage des données de santé. Vous voyez que là, l'ensemble de la population, qui c'est un échantillon représentatif de la population du Québec, vous voyez que pour un grand nombre d'enjeux, donc là, prise en charge des patients le plus tôt possible, par exemple, détecter des signaux annonciateurs d'une crise cardiaque. Ça, tu sais, je veux dire, ce genre de choses-là, si ça peut m'aider rapidement, il y a 90% qui disent c'est très important ou important comme bénéfice d'utilisation de la technologie ou du partage des données. Gagner du temps en améliorant le dépistage, avec réduire les diagnostics, améliorer les conditions de travail de la santé, détecter, suivre et prévenir l'émergence de nouvelles maladies. Donc, vous voyez ça, plus de 80% en fait considèrent que c'est important ou très important. Ce qui est intéressant pour le CRESP et pour nous aussi, en fait, c'est quand on arrive en bas, qui le moins, c'est quand même 60%, mais c'est mesurer les effets des politiques de santé publique et des campagnes de prévention.
c'est là où on est de plus en plus loin. On s'est dit, voilà, il va falloir jouer là-dessus et valoriser toutes les données de la santé de la population existante. Donc ça, il va falloir qu'on y travaille fort parce que je pense que c'est sûr que, et c'est normal en fait, dans le sens où ce qu'ils voient, c'est ce qui est proche d'eux, c'est ce qui peut, pour les cas de crise cardiaque, c'est une question de minutes là, changer les comportements de santé, on sait peut-être plus moyen, long terme, on va dire ça comme ça, mais c'est intéressant quand même de voir la perception et le niveau d'importance par rapport à ça. Si on leur demande finalement si c'est plutôt pour vous ou pour la société, que vous voyez, donc pour vous, là, tout seul, c'est le C en rose là-bas, proposer aux patients des traitements personnalisés. Donc ça se comprend, là, c'est surtout pour eux, ils le voient, pour 15%, mais sinon, vous voyez que c'est pour la société, ou autant pour moi que pour la société, c'est quand même les réponses qui sont les plus importantes. Donc, ils comprennent en fait finalement qu'il y a un bénéfice pour eux, il y a aussi un bénéfice pour la société qui est relatif en fait à certains types de maladies ou en tout cas de données qui sont collectées. Au niveau maintenant des risques qui peuvent apparaître, parce que évidemment c'est ça qu'on va regarder, et ce qu'on voit finalement, c'est que ça va être intéressant parce que quand on va regarder finalement la qualité des données que l'on a, le système de partage des données que l'on a, on va se rendre compte, c'est qu'ils considèrent que parfois, puis ça c'est ce qui est possible ou certain, en fait, il y a des choses qui pourraient être, les données de santé non anonymisées sont divulguées dans l'espace public, donc il y a des choses en fait en termes de données anonymisées. Pour eux, ils pensent que à partir du moment où c'est anonymisé, ils pensent qu'il y a plus de risques que finalement, on leur a dit que ce n'était pas partagé, mais que ça l'était finalement. Donc, par rapport à une faille de sécurité ou une faille de sécurité ou une attaque pirate, mais elles sont anonymisées. Donc, finalement, en termes de conséquences, quand on regarde, ce n'est pas très important. Mais ça veut dire que même si elles sont anonymisées, ils considèrent qu'elles pourraient partir dans l'espace public. Hein. On ne parle pas d'une sortie, en fait, par rapport à ça. Elles sont détournées, exploitées à d'autres fins. Elles sont sauvegardées de manière inexacte, donc des erreurs. Là, oui, il y a quand même, c'est quand même beaucoup, c'est 40%, c'est quand même des pourcentages élevés, on a trouvé, parce qu'on considérait que quand même, vous voyez, ce qui est là, c'est des informations concernant ma santé sont révélées à mes proches sans mon accord, par exemple. Donc, des choses comme ça. Donc, c'est quand même avec une importance élevée. Donc, il y a quand même des qualités importantes de chacun de ces risques-là. Et finalement, le niveau de gravité associé à ça, par rapport à ça, ben, c'est dans le même sens, plus ou moins. Donc, des fois, faible probabilité, haute conséquence. Mais là, analyse erronée et conduite avec mes données de santé que je reçois un faux diagnostic, évidemment, ça, c'est ce qui est considéré comme étant le plus grave. Mais on va le voir, c'est aussi mes données ne sont plus sous mon contrôle, je ne peux plus agir. Donc là, on voit qu'il y a un aspect qui est gravité par rapport à un diagnostic, mais après, qui rend, on va en parler par rapport à la transparence et au partage des données, par rapport au consentement, vous voyez ce que les individus qui veulent augmenter la probabilité de partager leurs données souhaitent vraiment qu'ils puissent avoir le contrôle sur ce partage. D'accord? Donc, le fait de dire que je ne peux plus rien faire, mes données, je les ai données, puis je ne peux plus rien faire, ça perturbe beaucoup, en fait, les individus. Et après, il y a les acteurs de la société qui, donc le niveau de confiance de manière générale. Donc, ce que l'on voit, en fait, si on regarde ceux qui ont confiance, tout à fait confiance, professionnels de la santé, c'est 75%, chercheurs universitaires, 59%, institutions gouvernementales, c'est 145%, et puis de ce qui est petite ou moyenne entreprise privée, même du développement de technologies numériques, même s'ils utilisent beaucoup, en fait, ils ont beaucoup de difficultés à partager leurs données, à leur faire confiance. Et les grandes entreprises, celles qui sont les GAFAM, en tout cas les numériques, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup, peu ou pas du tout confiance, c'est quand même plus de la majorité des gens. Donc finalement, l'autre dernier élément, c'est finalement par rapport au niveau de confiance dans ces différents acteurs. Les trois éléments qui sont ressortis, c'est qu'ils veulent absolument qu'il y ait la sécurité de leurs données dans le partage. Ils veulent voir qu'on respecte des ententes de consentement et de faire preuve de transparence dans la manière dont les données sont utilisées. Et après, évidemment, il y a tout le volet équité grâce aux données de la population qui sont partagées. Puis là, ce que vous voyez, c'est les mêmes acteurs, en fait. Et l'élément qui est intéressant, c'est de voir que finalement, au niveau de la sécurité, c'est vraiment de la santé, chercheurs universitaires, dans le même sens que ce que l'on avait vu tout à l'heure. En revanche, ils considèrent quand même le niveau de table que même des entreprises dans lesquelles ils n'ont pas confiance considèrent que ça, c'est des choses qui sont faites de façon un peu mieux, finalement, que ce qu'ils ont pensé. Donc, en conclusion, en fait, par rapport aux éléments qu'on a vus, c'est que le partage des données peut être très bénéfique parce qu'on l'a vu, on voit des bénéfices, on les identifie, que ce soit au niveau individuel, au niveau sociétal. Les éléments qui sont ressortis, évidemment, c'est que il y a un volet qualité des données qui est important parce que on parle d'erreurs de diagnostic ou des erreurs qui sont faites par rapport aux données qui sont là. Donc, il va falloir s'assurer d'avoir des données exactes, complètes et fiables.
Et compte tenu de ce que j'ai mis dans mes 2-3 premiers slides au départ, ça va être un défi parce qu'évidemment, on a différentes sources de données qui sont combinées. Il y en a qui peuvent être avec des définitions différentes. On n'évalue pas les mêmes choses. Donc, il va être important de mettre en place des normes de qualité des données. J'introduis la présentation de mon collègue qui suit, mais c'est vraiment ça parce que c'est à la fois ce qui préoccupe la population, puis c'est les risques qui semblent être ceux qui se réalisent le plus si on voit les probabilités qu'ils nous ont données. Et l'autre élément, évidemment, qui est important, c'est la confidentialité de la sécurité des données de santé partagées. Donc là, l'objectif, quand on discute avec les différents professionnels et au niveau de la technologie, c'est de trouver des méthodes, soit de pseudo-anonymisation ou anonymisation, pardon, protéger l'identité des patients et avoir des processus stricts, évidemment, de sécurité. Donc, on a l'aspect physique, on a l'aspect consentement, puis l'aspect, évidemment, on va chercher des données différentes. Voilà, donc ça, c'était mon introduction, finalement, pour la première partie sur l'acceptabilité sociale. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez déjà commencer à noter vos questions. On en aura fait pour la seconde partie. Et on va laisser Stéphane maintenant introduire la partie sur la qualité des données que Nathalie a introduit pour nous. Bien. Oui, merci pour l'introduction. Et oui, sur la qualité des données, bien, comment définir la qualité des données médicales? Qu'est-ce que la qualité? Une définition est la qualité, c'est ensemble de propriétés qui décrivent à quel point un objet ou un processus correspond bien ou mal à sa nature, ou à quel point il répond aux attentes placées sur lui. La qualité des données a été décrite comme la mesure dans laquelle les données résolvent une tâche placée dans un contexte spécifique. Et ce qu'on prend en compte ici, ce sont des aspects tels que l'exactitude, la précision des données, la rapidité d'accès, la cohérence et l'accessibilité. Mais il est important de souligner que les données de santé ont toujours un aspect communicant. C'est pourquoi la qualité des données est aussi directement liée à la qualité de transmission des messages. Alors, comment est-ce que le destinataire reçoit exactement ce que l'expéditeur a envoyé? Je vais maintenant donner quelques exemples pour affiner la notion de qualité de données en santé. Cet exemple montre des données médicales saisies à des fins de recherche. Voilà un registre de patients éligibles à la chirurgie bariatrique. Vous pouvez voir que le créateur de ce tableau a extrêmement abrégé les attributs, de sorte que leur interprétation n'est possible que sous spécification du contexte. Ça devrait être documenté quelque part, dans le dictionnaire de données. Et dans ce cas, il y a des données de poids des patients. On a le poids corporel initial, on a le poids cible, le poids avant l'intervention, le poids pendant après. Pendant que cela est connu, par exemple, que WTG, Weight Target, et le poids cible, ces données peuvent être analysées. Sinon, les données ont perdu complètement leur valeur. Prochain exemple montre une partie d'un dossier administratif. L'hôpital transmet le diagnostic principal pour la facturation. Le fait que le code de la méningite est utilisé ici, bien qu'aucune méningite n'ait été diagnostiquée, semble absurde. Cependant, le code est correct, car la directive de codage associée, en Allemagne, stipule que le code reflète avant tout l'effort réel, c'est-à-dire le traitement de la méningite, même sans diagnostic positif. On sait que normalement, parce que c'est une maladie très grave, on n'attend pas le résultat. On donne des antibiotiques et après, on ne sait pas si c'est... Oui. Mais pour, bien sûr, pour
les fins épistémologiques, ça c'est pas très utile. Un autre exemple similaire, un patient a une fracture communicative, hein, beaucoup de pièces, hein, de la diaphyse fémorale droite, mais le code n'inclut pas ni la naturalité, ni le type de fracture. Hein. Mais c'est pourquoi la CIM-10 n'a pas de code plus précis pour cela. Et ça, c'est aussi un grand problème, par exemple, avec des codes d'ontologie, parce qu'il n'y a pas de morphologie que la localisation. Oui, encore plus, ce patient souffre également de maladies comme le diabète, l'obésité, l'hypertension. Celles-ci pourraient également être codées avec la CIM-10. Ne pas les coder est lié au fait que les codeurs savent très bien que ces comorbidités ne produisent pas un rendement supérieur à la norme dans le système DRG, hein, Diagnosis Related Groups. Hein, ils peuvent simuler là, hein, c'est ça. En plus, ils apprennent qu'ils ne vaut pas la peine coder le diabète, par exemple. Néanmoins, ces données sont correctes, conformes aux règles de la codification, parce que pour la codification administrative, il ne faut que le diagnostic principal plus comorbidité très grave, pas ces choses que tout le monde a avec 80 ans. Bien. Et le dernier exemple montre l'importance et les caractéristiques du récit clinique. On sait que la plupart des informations cliniques ne sont disponibles qu'en forme de texte libre, comme ici, un procès verbal d'un comité de tumeur. Hein, pour les non-initiés, cette communication est presque incompréhensible en raison de formulations extrêmement courtes, hein, beaucoup d'acronymes. Cependant, on peut considérer ces informations également de bonne qualité, au moins pour la fin qu'on poursuit, supposant que tous les spécialistes impliqués sont tellement à l'aise sur le sujet qu'aucune information ne se perd malgré ce langage extrêmement cryptique de style télégraphique. Oui. Ces cas sont des scénarios d'utilisation dits primaires, ce qui signifie que les données ne sont interprétées que dans le contexte original. Idéalement, les contextes dans lesquels se trouvent les producteurs et les interprétateurs de données sont identiques. Ils utilisent les mêmes descriptions de données, les mêmes jargons et les mêmes directives. Les malentendus peuvent encore être corrigés car il existe souvent la possibilité de communication entre les deux en temps opportun. Et dans le même contexte, peut même justifier ce style télégraphique tant qu'il soutient une communication qui met un maximum de contenu dans un minimum de texte et où les acronymes jouent un rôle même particulièrement frappant parce qu'on voit beaucoup de conseils cliniques hein, avec des acronymes, c'est plus vite que lire 3 ou 4 mots. Bien. Mais aussi les idiolectes hein, ne doivent pas être négligés. Hein. Les idiolectes, ça veut dire dans les dossiers des médecins généralistes, qui normalement ne partagent leur dossier avec personne, et même avec des médecins étrangers qui ont un problème avec le langage. Hein. Et ça montre que même dans les scénarios primaires, les problèmes de communication peuvent entraîner des risques pour le patient. Les préférences et habitudes en matière de terminologie de directive sont souvent éphémères. Le personnel va et vient. Hein, on ne communique sur les contextes originaux des données. Bien, ça montre que et maintenant,
passons au scénario d'utilisation secondaire, hein, que vous avez déjà mentionné. Hein. Les données cliniques, hein, comme tout, hein, sont souvent vues comme des trésors d'informations et on dessine des images alléchantes de ce qu'on peut faire avec eux, hein, avec elles, avec des données. Par exemple, la recherche clinique rétrospective, la surveillance de santé, l'assurance qualité, le recrutement du patient. Également, la formation de modèles de décision avec des technologies IA qui soutiennent le système de l'aide à décision. Le très grand problème ici, c'est que vous devez prendre les données telles qu'elles sont. Dans la plupart des cas, la connaissance de ceux qui réutilisent les données, les contextes est insuffisant et le biais est à estimer. Cela va des particularités des systèmes d'information. On ne sait souvent pas où trouver les données, ni comment elles sont précises et complètes, ni comment interpréter les données et des sources qui manquent. N'ont-elles pas été collectées, n'ont-elles tout simplement pas été mentionnées, par exemple, dans un compte rendu. Comment évaluer la granularité? Est-ce parce que la destination initiale ne nécessite pas de description plus précise, comme dans mon exemple, ou peut-être les connaissances du médecin qui registrait étaient-elles incomplètes? Enfin, l'utilisation secondaire nécessite qu'on accepte des données incomplètes, vagues et même incorrectes. Même si les termes techniques eux-mêmes sont reconnus, le contexte souvent n'est pas clair. Le patient a-t-il été opéré ou l'opération a-t-elle été planifiée ou même annulée? Un patient a-t-il été traité à la pénicilline ou est-il allergique à la pénicilline? Actuellement, ou dans son enfance, tout cela doit être pris en compte lorsqu'il s'agit des dits trésors de données comme moteur de systèmes intelligents. Et surtout, avec l'utilisation secondaire pour l'aide à la décision, les risques majeurs pour les patients sont difficiles à expliquer. Bien. Les critères FAIR, vous les avez mentionnés. Les principes de régulation de données de recherche. Ça signifie F, findable, A, accessible, I, interoperable, ou I, interoperable, R, reusable. Mais on peut appliquer ces critères originalement formulés pour des jeux de données pour la recherche. Aussi, on peut les appliquer aussi à des données cliniques. Hein? On appelait la verification. Raw data analysis, duration validation, etc. Mais ce que m'intéresse avant tout, c'est ce semantic modeling. Qu'est-ce que c'est? Semantic modeling. Comment définir un modèle sémantique? De manière générale, il s'agit ici de décrire précisément et sans ambiguïté les entités et les relations qui composent le contenu clinique. Un bon modèle sémantique doit soutenir une vision consensuelle du domaine et de sa terminologie. Il doit utiliser les sources existantes avec le soutien par des organismes de standardisation. Deux principes complémentaires doivent être décrits ici. D'une part, l'ontologie, d'autre part, le modèle d'information. Une ontologie fournit des concepts définis, unité de son. Les concepts classifient les entités particulières et sont idéalement décrites et définies formellement et textuellement. SNOMED, c'était
en est un exemple, mais surtout pour les définitions formelles, il n'y a pas beaucoup de définitions, descriptions textuelles. D'autre part, orthogonalement à cela, se trouvent les modèles d'information. Contrairement aux ontologies, les modèles d'information organisent les instances concrètes, c'est-à-dire les données du patient, qui sont classées dans des gabarits, des templates, où elles sont ensuite liées à des éléments d'une ontologie. Le modèle leader pour cela est devenu le HL7 FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource. Un bref aperçu, SNOMED cité comme un énorme réseau polyhiérarchique avec 350 000 concepts, chaque concept ayant un code unique et un terme préféré dans différentes langues et est aussi équipé d'acxiomes logiques. Ces axiomes permettent de tirer des conclusions logiques. Par exemple, je souhaite rechercher des stéroïdes et je veux trouver la prednisolone ou la dexamethasone. Une recherche de blessure au membre supérieur devrait me présenter à partir d'une base de données avec des cas cliniques annotés avec son etc. Aussi en cas de brûlure à la main gauche, par exemple. Il faut également citer LOINC, un catalogue de tests de laboratoire et autres observables, assemblés selon différents axes. LOINC se combine de plus en plus avec SNOMED, car les concepts LOINC peuvent être modélés comme des combinaisons logiques de concepts SNOMED. Passons maintenant au FHIR. FHIR est divisé en soi-disant ressources. Chaque ressource est instanciée par une collection unique d'informations cliniques, comme les personnes, les heures, les dates, la provenance des données, etc. Par exemple, la ressource nommée condition fait référence aux maladies, aux symptômes, à la certitude du diagnostic. Dans la ressource observation, il y a des tests de laboratoire, de variables physiques combinées à des valeurs quantitatives et qualitatives. C'est important comprendre que SNOMED et autres ontologies, ça c'est aussi un système de classification comme SIM. Ça, c'est sur des concepts généraux. Mais LOINC, ça met en œuvre la documentation des patients individuels, mais avec référence à l'ontologie. Et voilà un exemple que montre la façon comme les deux interagissent. C'est un cas de l'appendicite. Ça, c'est une liste de synonymes ou de traductions. Ça, c'est la définition formelle de l'appendicite. L'appendicite, c'est quelque chose qui est finding site appendix structure. La morphologie associée, ça, c'est une morphologie inflammatoire. Oui, et FHIR permet lier, par exemple, la valeur active à clinical status probable, à verification status. Ça, c'est pas un diagnostic confirmé, c'est un diagnostic suspecté. Il est évident que sans ces informations, les données ne pourraient pas être correctement interprétées. Ici, on enregistre l'âge du patient quand la maladie a commencé, l'identifieur du patient, l'identifieur du docteur, le rôle du médecin, etc.
Comme vous avez vu, il existe déjà un cadre capable de stocker des données cliniques dans un format de qualité interopérable, soutenu par des organismes internationaux de standardisation. La question se pose alors de savoir ce qu'il reste à faire. Oui. En théorie, il semble que vous simplement collectez des données structurées en appliquant ces normes. Depuis que vous les aurez comme objet de données, duquel des données spéciales telles que le SIM, par exemple, en soutien de la facturation, peuvent être dérivées. Malheureusement, ce scénario n'est pas réaliste. On sait qu'il existe un boulot d'étranglement majeur dans la collecte de données hautement structurées et standardisées. Ça nécessite du temps qu'on a. Une collecte de données aussi minutieuse n'est acceptée que dans des cas exceptionnels pour lesquels on dépense du temps extra. Par exemple, lors d'une pandémie, on sait qu'il est problématique de collecter des données structurées si le texte livre est également saisi. C'est pourquoi le texte livre constitue le moyen de communication le plus adapté aux besoins de l'humain. Nous devons donc penser d'une manière complètement nouvelle. La perspective d'hier, c'était l'humain s'adapter à l'ordinateur. Et donc, des données structurées riches sont disponibles, en théorie. Mais cela n'est pas scalable, ça ne fonctionnera pas dans la documentation clinique. Il faut donc exiger que l'ordinateur s'adapte à l'être humain. Il est question ici de quelque chose qui est devenu très actuel ces derniers mois, à savoir la modélisation de plus en plus puissante du langage humain. L'informatique se retrouve dans un progrès galopant pour mieux interpréter le langage humain grâce à des modèles de langage entraînés avec d'énormes ressources matérielles en traiter d'énormes quantités de données pour le ChatGPT. Le problème, cependant, est que ces modèles de langage n'ont pas été formés avec le langage clinique. Parce que le langage clinique est tellement différent de ce qu'on trouve couramment en ligne. Par conséquent, il n'y aura de progrès ici que si vous pouvez utiliser en toute sécurité des données cliniques anonymes, soit pour la formation des modèles, soit pour l'annotation manuelle, par exemple avec les normes SNOMED et FHIR. À la fin de ma présentation, je voudrais montrer brièvement un prototype qui montre comment le langage parlé est interprété on the fly. On nourrit le modèle, le procès, à la source de la capture des données. Un modèle d'information tel qu'une ressource FHIR est remplie avec les extraits sémantiques, ici sous forme de code SIM. Ça pourrait aussi être SNOMED. Le système peut alors prendre l'initiative de poser des questions sur des interprétations peu claires ou des lacunes d'information. Oui. Ça c'est muet, mais vous pouvez s'imaginer que quelqu'un parle. Et vous voyez ici comme le texte est immédiatement interprété sémantiquement par une pipeline DL. Et comme ça, c'est de plus en plus rempli. Par exemple, ici, les diagnostics, les valeurs, les paramètres vitaux et le laboratoire, et aussi les médicaments. C'est ça. Question? Merci beaucoup Stéphane pour cette belle présentation. Alors, on va passer à la période des questions. Moi, je vais me donner la chance de commencer les questions directement.
Après, je donnerai la parole à tout un chacun. Je vais d'abord commencer par Nathalie, qui a fait une belle présentation autour de l'acceptabilité sociale. Et ma première des questions, c'est par rapport à ce besoin de réfléchir l'acceptabilité. Parce que on a tendance à présenter les choses comme si on avait encore le choix d'accepter ou pas que l'on partage nos données. Et je vais raconter en fait cette petite anecdote autour de Aaron Bieber. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un Londonien qui avait refusé d'apparaître sur le Google Street View. Et parce qu'il a refusé, il est devenu très populaire parce qu'il ne voulait pas apparaître dans les données. Tout le monde connaissait où il habitait, etc. Justement parce qu'il ne voulait pas partager ces données. Et quand on voit dans le domaine de la santé qu'aujourd'hui, le fait que certaines personnes acceptent de partager leurs données, ça induirait d'une certaine façon que nos données pourraient être interprétées, même si elles ne sont pas présentes. Donc, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore vraiment le choix dans le partage ou pas de ces données de santé? Je pense qu'il y a deux éléments à la réponse. En fait, le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on voit le bénéfice potentiel, en fait, et que ce sont des données structurées, médicales, comme on l'a vu. L'idée, c'est de s'assurer, ben, justement, grâce à cette chose-là, que ce soit des données utilisées au plein potentiel. Donc là, c'est un contexte pour lequel ben, on pourrait donner ou pas notre consentement. On devrait avoir le choix. L'autre élément que j'ai amené tout à l'heure, c'est de dire que finalement, là, on a l'impression que les gens ont déjà beaucoup de données de notre façon, avec les objets connectés, les non connectés. Donc, aujourd'hui, ils considèrent que, ben, ils le font parce qu'ils voient le bénéfice direct pour eux de compter ses pas ou de voir des basses en cœur, des choses comme ça. Et à ce moment-là, c'est comme s'ils ne se posaient pas la question. Donc, en fait, moi, ce que je trouve qui est très bizarre aujourd'hui, c'est cette ambiguïté entre, d'un côté, quand on avait parlé, par exemple, des applications de traçage pendant la pandémie, tout ça, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir m'identifier, est-ce qu'on peut donc tout le monde pose des questions, puis à côté de ça, partager plein de données de plein de façons. Donc, moi, je pense qu'en effet, il faudrait reprendre le contrôle sur tout ce qu'on partage de données, avoir le choix de faire ou pas, et dans quel contexte. Mais actuellement, je trouve qu'il y a deux éléments qui sont quand même assez particuliers, en fait, dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je vais reposer une autre question à Stéphane avant de laisser la parole. Et si vous n'avez pas de questions, moi, je vais continuer avec ma liste de questions. Alors, Stéphane, dans ta présentation, il est clair que pour une question d'utilisation secondaire des données de santé, nous n'avons pas affaire à des données de qualité dans le système de santé. Ce que nous produisons n'est pas de qualité et ça pose problème quand on l'utilise très, très loin du contexte dans lequel il a été produit. Pourtant, avant, souvent, moi, je fais la présentation, je dis, de toute façon, l'utilisation secondaire des données, c'est déjà dépassé. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, en fait, on fait certes une analyse secondaire, mais on l'utilise déjà aujourd'hui primairement pour la prise en charge des patients. Ça fait que le recul qu'on pouvait avoir, le recul de temps par rapport à l'impact que ça pouvait avoir sur le patient, se perd totalement. Et donc, aujourd'hui, quand on est en face de cette qualité de données que nous avons, on se pose la question sur la qualité de l'IA que nous sommes en train de produire. Est-ce que de toute façon, nous sommes condamnés à produire une IA qui ne sera pas de qualité pour notre système de santé? Ah oui, c'est Learning Health System, c'est l'idée, c'est pas si nouvelle, mais je vois le problème que on peut accepter les biais des données quand ces biais sont calculables. Il faut calibrer les données. Mais ça, c'est trop différent parce que si on compare deux hôpitaux dans ma ville, en Autriche, on a introduit il y a 15 ans un système complètement informatisé pour les synovitaux et sur les aussi prescriptions, pression artérielle, fréquence cardiaque, etc. Ça, c'est tout informatisé. Et ce sont des données importantes. Et à l'autre côté, l'hôpital universitaire n'a pas les informations sur les médications hein,
que dans les comptes rendus et aussi dans les fiches avec écrit à main, au moins partiellement. Sont intensifs, c'est différent. Mais exactement avec les mêmes patients, on a des jeux de données pas comparables. Et, oui, mais qu'est-ce que tu voulais dire que aussi avec l'avancement de l'IA, que au point de saisir des données, aussi on utilise des résultats des modèles intelligents. Mais la question est si on les accepte ou si on les accepte critiquement. Peut-être que je n'ai pas compris ça pour ça, mais on va discuter ça. Mais on reviendra certainement sur certains de ces points. Je ne sais pas si nous avons des questions en ligne ou dans la salle. En ligne, peut-être. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, pas de questions? Oui. Merci. Une question complémentaire. Personne n'a pas dit, mais je trouve ça vraiment intéressant le paradoxe entre le fait que si un patient voit des bénéfices, ce n'est pas juste des bénéfices santé, c'est son bénéfice d'utilisation personnelle. Et il arrive, c'est quand même assez fou de ne pas comprendre que ces données d'utilisation peuvent avoir un impact assez important si ça devient accessible, on va dire, à un public, comparé à des données de santé. Et qu'est-ce qui expliquerait que les personnes aient ce biais-là de ne pas considérer leurs données d'utilisation aussi importantes que leurs données de santé? C'est quelque chose qui me fascine, en fait, de ce paradoxe. On voit aussi l'augmentation, par exemple, de Ancestry, ou je ne sais plus quoi, là, dans les technologies des sites, ils sont prêts à donner leurs données pour connaître leurs ancêtres, leurs origines, etc. Mais ils ne veulent pas que les médecins et les chercheurs puissent les utiliser pour augmenter la science. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Le paradoxe de climat. On a eu beaucoup de choses là-dessus, parce que c'est, en tout cas, d'une certaine façon, souvent, on le voit, je pense qu'il y a l'utilisation. Je pense qu'à certains cas, c'est l'utilisation directe. On voit le bénéfice tout de suite. C'est juste là, ça compte pas, ça fait des choses. Tu as l'impression, puis il y en a qui ne savent même pas que même si tu ne l'actives pas, mais ils sont restés activés. En fait, tu peux le vérifier, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est le bénéfice immédiat ou la méconnaissance par rapport à ça. Mais quand tu leur poses la question, c'est ils n'ont pas l'impression que c'est une donnée de santé. C'est pour ça que l'importance est là aussi, puis une donnée personnelle même. Enfin, je pense que c'est toute la définition, c'est que dès qu'on rentre dans un contexte, c'est le biais de contexte, de certaines façons, on parle de dossier patient, on parle d'un hôpital, d'une établissement de santé, là, tu as l'impression tout de suite, là, il faut tout encadrer, en fait. Que finalement, ce que tu mets sur ton téléphone, ce que tu partages, c'est comme si tu étais dans un autre contexte. Donc, je pense que là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de littératie des données, tout ça. Je pense que là, il faut éduquer, en fait, sur les comportements responsables, mais aussi sur ce que ça peut avoir comme impact. Parce que même après, il y a tous les éléments qu'on regardait, je ne peux pas tout présenter, mais il y a aussi la fait où sont stockées ces données-là. C'est-à-dire que c'est à la rigueur selon qui tu les partages, mais sur certaines applications, tout de suite, ça s'en va ailleurs. C'est même pas. Alors, l'encadrement, il serait très différent aussi à avoir. Mais c'est une question qui nous est arrivée comme ça, là, parce qu'on se posait la question, cette perception. Il y a souvent des ambiguïtés comme ça, où il y a des biais de perception, mais là, je trouve que c'était quand même assez flagrant. Et pour continuer là-dessus, il y avait le risque de la peur du diagnostic fait par l'intelligence artificielle et des algorithmes, par exemple. Mais est-ce que vous avez pensé, ou est-ce que vous avez regardé, poser la question de leur peur du risque de mauvais diagnostic par un humain, pour en fait voir à quel point ils plaçaient l'intelligence artificielle et l'humain de manière différente, parce qu'un humain, peut-être, pourrait faire presque même plus d'erreurs qu'un algorithme qui va faire un ordre de décision basé sur des livres. Là, je sais que l'algorithme, c'est bien entraîné, pourrait presque avoir même un meilleur diagnostic qu'un médecin. Donc, c'est bien intéressant d'avoir cette comparaison. On l'a posé comme ça la question, mais en revanche, ce qu'on a vu, c'est que si on se rendait compte que l'humain avait fait une erreur, on est prêt à dire qu'elle était humaine. Mais si un algorithme fait une erreur, terminé, on ne croit plus, enfin, je veux dire, on perd complètement la confiance dans la technologie. Ça, on l'a vu dans une autre étude, en fait, où là, c'est juste, et du coup, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, notamment système financier, système bancaire,
qui a eu beaucoup de mal à adopter ces technologies-là. Par exemple, on dit, allez, en 5 minutes, tu obtiens un prêt. Donc, tu fais une évaluation d'un prêt. Si jamais ils te refusent et que tu penses qu'ils ne devaient pas te refuser, qu'il n'y a aucune raison, c'est fini là, tu ne veux plus rien savoir du système automatisé. Et donc, il l'avait fait dans certains cas. Pour la santé, c'est pareil, c'est sûr que ce n'est pas ça, là. Ou alors là, nous, on a regardé, par exemple, où tu peux faire une évaluation d'un grain de beauté. Là, il y a beaucoup d'applications actuellement où tu fais une petite photo de ton grain de beauté. On t'envoie une partie de l'image très personnelle dans une IA. Et là, il te dit, je pense qu'il faudra que vous alliez voir un médecin. Ok, je le savais déjà. Mais donc, dans tous les cas, il te dit qu'il faut aller voir un médecin pour vérifier quand même. Mais là, ils ont l'impression que ils comparent à d'autres images. Mais ce que je veux dire, c'est quoi le bénéfice? Je veux dire, si tu penses que ça peut peut-être te rassurer à court terme, mais il faut aller voir un médecin de toute façon. Tu penses qu'il y a un risque. Mais c'est comme une façon de te rassurer rapidement. Ah, ben, finalement, c'est pas si grave que tu penser, quand même prendre rendez-vous. Ou alors, ça pourrait faire que, ben non, tu sais, là, si jamais c'est grave, il m'aurait dit. Et quand on regarde réellement, il pourrait dire, à chaque fois, il te dit la même chose. Il faut aller voir un médecin. Enfin, je dirais. Donc, en réalité, c'est que si tu le fais qu'une fois, tu pourrais dire, ah, ben, finalement, il ne m'a pas dit d'aller voir un médecin, ou je ne sais pas, mais donc il y a tout un enjeu après de la responsabilité par rapport à ces applications-là. Mais on a l'impression que ce n'est pas la même perception entre un patient, enfin, un médecin versus un algorithme. Mais si jamais, je ne sais pas ce que ça fait, si jamais, justement, tu ne vas pas voir un médecin parce que tu as dit que ça paraissait pas si grave et que tu prends du temps à aller en voir un, puis ça devient plus grave finalement. Donc, je pense que l'application, notre activité doit se décharger de ça. Mais en tout cas, c'est certain que c'est ça dans ce contexte-là. Mais on l'a pas fait dans l'autre sens. Donc, c'est qu'on l'avait fait dans ce sens-là, s'il se trompait, mais la fois qu'il se trompe un humain, on ne l'a pas regardé versus l'algorithme. C'est intéressant, mais je crois que exactement le diagnostic par ordinateur, c'est une autre chose parce que ça ne nécessite pas le partage des données, parce que ça, peut-être là où on fait ça c'est au-dedans de l'institution. Et l'autre chose qui peut-être la question c'est de ce paradoxe que les personnes partagent l'histoire personnelle, sentimentale, familiale et tout, et ne veulent pas ni l'utilisation des données de santé, c'est qui prend l'initiative. Je crois que ça, parce qu'ils savent, les données sont là, ça c'est bien, sont dans l'hôpital. Mais maintenant, quelqu'un me demande, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les données? Et la personne, pourquoi? Hein? Ça c'est pas, parce que il n'y a pas un problème pour résoudre, mais quand on partage ces dates, on fait ça complètement dans son propre initiative. Et je crois que ça, c'est peut-être une explication psychologique. Quand tu fais quelque chose, pourquoi? Parce que tu veux, hein? Ça, c'est un autre process que si quelqu'un veut quelque chose de toi. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons 2 questions en ligne de Louise Ringuette qui nous demande que pensez-vous des données de médecins, des données que les médecins ne saisissent pas, par exemple en santé mentale, pour ne pas nuire aux patients? Ça mérite une longue réflexion. La santé mentale, on discute partage de données, santé mentale, ça c'est tabou. C'est mon expérience. La même chose avec les enfants. On peut faire la question est que normalement les médecins ont le devoir de saisir et documenter, même en santé. Oui. Ça serait un problème aussi sans l'informatique. Hein? Oui. Si quelqu'un, par exemple, ne veut noter que
un patient a une tendance suicidale, et depuis le patient revient et le personnel n'a aucune idée de la suicidalité. Parce que c'est une question qui est indépendante Excellent. Il y a une autre question de Aude Notowski qui demande quelle stratégie proposez-vous pour sensibiliser les collègues en IA sur les défis de qualité par rapport au contexte? Je crois que il y a une sensibilité que normalement les modèles de prédiction, par exemple, seulement marchent bien sur la nature des données de formation d'entraînement est la même auquel les modèles sont appliqués. Et on peut, si on a un biais systématique, dans ce cas, ça c'est pas un problème. Si le biais connu est systématique, mais si le biais, par exemple, dépend d'une mise à jour d'un système d'information, hein, ça peut affecter dramatiquement. Et ça, c'est un problème. l'AI ne peut pas résoudre à moins qu'il y a des méthodes de calibration, des échelons d'or. Mais ça nécessite beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. Alors, je vais reposer une question à Nathalie, sauf s'il y a des questions dans la salle. Allez-y. Déjà, merci beaucoup pour les deux présentations avec les informations. J'ai une question par rapport à la qualité de pays dans les pays européens en développement connu, parce que c'est un sujet qui est pertinent pour les pays de développement étudiant. Par exemple, quand on est en Inde ou la communauté française, il y a des dossiers parfois, je trouve que les personnes ne sont même pas informées. Comment on peut améliorer la qualité de ce genre de choses, comme une autre question à ce sujet, et comment c'est dit en moins de personnes pour bénéficier de la fiscalité et de l'intégration. Oui. Les dossiers sur papier, ils peuvent être de bonne qualité aussi. La question est le partage avec professionnels. Mais je crois que les pays en développement, normalement, je crois que le plus ils profitent des communications, de la télémédecine, par exemple. Hein. Je crois que ça, c'est une avance très grande, hein. Surtout population rurale, hein, qui n'avait pas aucun médecin arrivait. Maintenant, au moins, il y a des possibilités de téléconsultation. Pour compléter, je pense qu'on l'a vu avec la pandémie, il y a eu des changements, même ici, on s'est mis à faire des photos, envoyer à notre médecin, avoir justement des... Donc, je pense que c'est peut-être ces éléments-là, j'allais aller dans le même sens, en fait, qui pourraient aider ce type de pays, où finalement, ils ont quand même tous des téléphones. C'est souvent, là, donc un accès, comme on l'a fait pour d'autres types de services, je pense que ça pourrait aider, peut-être, faudrait voir comment on peut, grâce à cette technologie-là, supporter. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais continuer avec mes questions. Alors, Nathalie, en ce qui concerne l'intégration en fait, des patients, que ce soit en clinique ou en recherche, c'est de plus en plus mis en avant pour s'assurer d'une certaine acceptabilité de ce qui est réalisé pour eux. En clinique, je fais la parenthèse avec le patient partenaire de Marie-Pascale Paumé, etc. Mais en clinique, ça peut se comprendre parce qu'en clinique, le patient est lui-même directement impliqué dans le processus et il est concerné par la pathologie. Mais en recherche, ça demande quand même beaucoup d'efforts pour le patient de pouvoir s'intégrer. Alors, si on en a quelques-uns qui sont très, très intéressés par ce processus-là, c'est normal qu'on les retrouve en fait dans les différents projets de recherche. Mais dans ce besoin d'acceptabilité sociale à l'échelle populationnelle, on ne devrait peut-être pas réfléchir à une stratégie
d'implication passive des patients dans ces différents processus de recherche? Je pense que c'est certain que, moi je parlais tout à l'heure même dans Human Data ou dans le patient et partenaire parce qu'il y a un besoin, si on le voit. Et d'une façon générale, les modèles, notamment de méta-consentement, de consentement qui sont actuellement réfléchis, c'est un peu de cette façon-là, c'est de bâtir une confiance avec les patients en général pour qu'on puisse accéder à un ensemble de données sans qu'il ait besoin d'agir ou d'interagir directement. Donc, je pense que c'est sûr qu'il faut absolument s'assurer qu'il y ait cet encadrement-là qui soit en place d'une certaine façon. Et à côté de ça, quand on parle de patients partenaires, souvent, ou même dans ce cas-là, il y a une démarche très active, on va chercher des données qu'on ne peut pas chercher ailleurs. Donc, il y a vraiment une valeur, en fait, et pour le patient et pour l'élément. En revanche, quand on a besoin de grands jeux de données, et qu'on a besoin d'un accès à beaucoup de données, ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait donné un consentement initialement et que ce soit encadré d'une façon qui ait, en fait, la confiance dans ce partage-là. Et donc, on a besoin des deux d'une certaine façon. C'est pas pour les mêmes choses, mais je pense que c'est très important. Et moi, je ne les connais pas vraiment dans les consentements, mais quand je lisais tous les documents, on lisait tous les articles, en fait, des chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est ça la clé d'une certaine façon, parce que c'est dans la confiance, en fait, dans le partage des données. C'est comme ça, pour ça, quand on voyait les risques, par exemple, c'est qu'ils disent, il y a un risque qu'ils fassent des erreurs avec les données, tout ça. Finalement, parce qu'il y a un risque qu'on te vole tes données, ça c'est une chose. Mais si on peut se tromper avec des données, c'est autre chose. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une certaine confiance qui existe et qui soit entre différentes parties prenantes. Donc, c'est ça l'important, je pense. Donc, mais passif, moi, je le voyais plus par, OK, j'ai donné mon consentement. Donc, il y a quelque chose d'actif au départ. Et après, tu sais, je veux dire, je ne me demande pas à chaque fois. Par contre, ce qui est important, c'est que les patients pourraient revenir sur leur décision à un moment donné, pourraient décider. Tu sais, même, il y avait un système qui pourrait être mis en place en disant, ben, je suis d'accord pour cette étude, je ne suis pas d'accord pour cette. Dans un monde idéal, là, tu pourrais décider pour tout, sauf ou pas. Tu sais, je veux dire, tu pourrais voir par rapport à ça va me permettre de rebondir directement sur ma seconde question par rapport à la transparence, où en fait on se dit que potentiellement en donnant beaucoup plus de liberté, d'accessibilité, de retrait ou d'entrée dans une donnée, si par exemple moi je suis patient et je vois un article qui est publié et en fait je sais que mes données ont servi à publier cet article, ça me donne un peu plus de fierté de savoir que mes données ont participé. Et où je me dis, ah, OK, il y a les premiers résultats qui ont été faits, on m'envoie les premiers résultats, je sais que mes données ont participé à ces premiers résultats-là, et ça me donne un certain sentiment de participation et d'être plus ou moins acteur, même, c'est ça, plus ou moins passif, où en fait je reçois de l'information quand j'ai besoin de le savoir. Et là, on se dit, potentiellement pour créer ce monde idéal-là, on a besoin d'avoir un support. Quelqu'un qui va se charger dans tout le processus d'anonymisation jusqu'à la publication, de faire en sorte que le circuit inverse puisse être réalisé. Et ça demande certainement en fait une plateforme technique assez particulière, mais ça demande aussi une personne de confiance pour pouvoir en fait être le pont entre ces données de recherche et vers le patient qui recevra l'information pour lesquelles en fait ces données ont participé. Un des acteurs principaux, là, c'est certainement l'État, hein, dans les différents États. Et pourtant, dans les résultats qui ont été montrés, en fait, la relation, le besoin de l'État conservateur de ces données-là n'est pas aussi évident que ça. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à créer ce monde idéal-là, trouver la personne et le support idéal pour faire ce pont et nous permettre d'avoir plus de responsabilité vis-à-vis de nos données, plus de contact vis-à-vis de nos données, tout en responsabilisant une personne tierce pour faire ce point-là entre ces différents. C'est différent. Oui, c'est bon. C'est certain que quand on regarde finalement les chercheurs, là c'est le niveau de confiance, le niveau d'analyse des données et l'utilisation. C'est sûr que on voit dans ces données les professionnels de la santé, les chercheurs, puis le gouvernement en troisième. Et je pense que si on expliquait finalement justement que le gouvernement, admettons que c'était une plateforme, il y aurait ça augmenterait le niveau de sécurité, le niveau de confidentialité. Ça pourrait être intéressant, je pense. Là, comme on a posé la question, je pense qu'on voulait juste savoir à qui vous avez peut-être le plus confiance. Puis finalement, je pense qu'ils ne voyaient pas directement l'intérêt direct, si tu veux, de la valeur par rapport au partage des données. Donc, je pense pour ça que c'était comme ça. Et c'est certain que si considèrent que le système de santé est donné d'Arabicus c'est le gouvernement ou pas, tu sais, je devrais regarder ça. Je ne suis pas sûr qu'ils aient ce niveau de OK. Mais c'est important, par contre, que c'est sûr que ce n'est pas le privé, ce n'est pas un tiers.
assurance ou quelque chose, parce que la plus grosse peur qu'ont les gens, justement, c'est que leurs données soient aussi utilisées à des fins, c'est de changer leurs conditions d'assurance, de banque, des choses comme ça. Donc, finalement, c'est là où il faudrait que ce soit quand même conservé de façon confidentielle. Je crois que c'est le problème que probablement pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème, mais il y a quelques pourcents, 15 personnes qui ont une grande méfiance à l'égard de l'État, de la science, et on ne peut pas, je voudrais dire, discuter rationnellement avec un certain genre de personnes. Ça, c'est une question émotionnelle, bien sûr. Et la même chose que c'est pas rationnel de partager toutes les données par les réseaux sociaux. Je crois qu'on a une certaine irrationalité. Ben, je continue. Oh, il y a une question dans la salle. Oui, moi j'avais une question sur la qualité des données. Parce qu'on en parle beaucoup avec l'IA de la qualité des données, mais ça a toujours été une question pour les docteurs de recherche sur les dossiers patients, sur les données dans le système d'information clinique. Est-ce que c'est vrai? Ça a toujours été un questionnement ou ça ressort beaucoup plus? Il n'était pas de meilleure qualité avant que maintenant? Je trouve que c'est une différence de qualité de données quand on saisit des données pour des essais cliniques, par exemple. Ça, pour des essais cliniques, on ne réutilise pas les données du dossier. Et pour cela, comme on voit, le processus de l'assurance de qualité dans essais cliniques, oui, ça c'est très, très différent. Par exemple, un simple exemple, j'étais chez mon médecin pour faire comment ça s'appelle, ergométrie, hein, et la machine demandait mon poids. Mais il m'a demandé, qu'est-ce que votre poids? Je ne sais pas, mais c'est probablement 88, hein? Aucune idée. Hein? Et ça montre que c'est pas une bonne qualité parce qu'ils ont une balance pour mesurer. Et ça, c'est pas trivial parce qu'on sait que la perte de poids, c'est un symptôme peut-être un symptôme de cancer ou autre maladie chronique. Hein? Et si c'était dans une étude clinique, et par hasard, je suis aussi dans une cohorte pour les études, surtout à l'alimentation. C'est naturel que là, ils ont des balances, ça c'est tout standardisé, la saisie du poids, de la taille, etc. On le demande aux patients, bien sûr. Et ça sont deux échelons différents de qualité. Le problème, ça, c'est réellement les données de routine. Une autre question, oui. Une question, je ne sais pas si ça va être un peu bizarre ou pas, mais on accepte de partager deux types de données qui sont très, très intimes, ou peut-être très tabous. Nos données financières, tous les ans, c'est nos impôts, et l'État a toutes nos données. Et en plus, il s'en sert ensuite pour dépenser l'argent et faire des choses qu'on a besoin, etc. Il y a un scénario où on n'aurait pas le choix de partager le nombre de données de santé, peut-être que c'est un bien commun, pour les mettre ensemble et pour en avoir plus, pour en avoir de meilleure qualité, ça peut être standardisé. Les données financières, et ensuite on en aurait plus de bénéfices. Voilà. Et si est-ce que c'est désirable et si oui, ça fait quoi les étapes que la pilule passe? Alors, je me retourne vers mes conférenciers.
Le cas aux États-Unis, il y a, il y a un hôpital de traite des patients sans couverture d'assurance à condition qu'ils partagent leurs données. Je ne sais pas. Mais je pense que, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une décision hautement politique, là, ce genre de choix. Et ça dépendra véritablement de à quel point les gens comprendront la nécessité, en fait, de la mise en place d'une stratégie de ce type-là. Pour l'instant, je pense que les gens sont encore très réticents, ne sont pas suffisamment convaincus. Donc, avant d'aller dans un processus de coercition, d'obliger les gens à faire, je pense que ça devra demander une certaine maturité de l'accessibilité et de l'acceptabilité sociale de ce processus de partage vis-à-vis de l'État avant que l'on puisse se dire que, arrivé à un moment, on va commencer à le partager de certaines façons. Moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense que l'économiste, en moi, va te dire c'est les incitatifs qu'on va mettre. C'est incitatif à mettre en place. Tout à l'heure, je disais que si jamais moi, demain, grâce à mon téléphone, je prends toutes les choses, Google me dit vous allez faire une crise cardiaque dans 2 minutes. Et si ça existait, ce genre de choses-là, non. C'est prêt à tout partager. Si tu savais qu'il y a des systèmes qui permettraient, presque à la minute, de dire, puis même, tu t'imagines le scénario, ils se rendent compte sur mon téléphone que je cligne plus des yeux depuis tout à l'heure, je ne sais pas où j'ai d'autres choses qui se passent, et là, il m'appelle une Google Car qui vient me chercher, j'arrive à l'hôpital, 2 secondes après, mon dossier patient est là, je me fais opérer, je suis sauvée. Moi, je donne toutes mes données, tout de suite. Donc, l'idée, c'est ça, comme je dis, les incitatifs, c'est quoi le bénéfice potentiel que tu vois, même si tout le monde fait ça, j'imagine Google, là, ils vous vendent des médicaments demain, ou je ne sais pas ce qu'il fait, des assurances, il fait tout, là. Mais donc, ce n'est pas ça le modèle, mais je pense que c'est toujours la même chose. Et tout à l'heure, quand on disait, on ne comprend pas pourquoi ils font ça, mais je pense que c'est appeler un médecin spécialiste qui voit dermatologue, ça va prendre un petit peu de temps. Donc maintenant, si tout de suite tu fais une photo, on se passe si pire, il faut prendre rendez-vous, mais pas tout de suite. Enfin, je veux dire, admettons, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi, en fait, de te rassurer, de faire ça. Mais je pense qu'il va falloir trouver, si on veut un partage comme on veut, là, transparent, encadré, il faudra trouver des incitatifs qui comprennent la valeur. C'est quand moi, tout à l'heure, je disais, tout en bas, il y a pour la santé publique, ce que nous, on essaye de faire. Ça va être intéressant de le montrer qu'en effet, il y a une valeur pour ces aspects-là. Mais si on dit c'est tout pour tout, là, ça ne marche pas. Il va falloir expliquer pourquoi, quelles raisons et qu'est-ce que ça peut aider. Et on le voit souvent, c'est pour ça que finalement, l'approche patient-partenaire, c'est celle qui fonctionne parce que les gens s'impliquent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un type de maladie, ou ils ont un type de maladie chronique, ils ont un type de. Je veux dire, où ils cherchent à améliorer les choses et ils veulent le faire. Donc, c'est ça, quand je parle d'initiative, c'est une façon de dire ils récupèrent quelque chose de leur effort à partager leurs données ou à leur volonté de le faire. Ce que je trouve compléter, c'est vrai, c'est les patients partenaires, c'est ce qu'ils disent aussi, les chercheurs se tirent beaucoup sur l'acceptabilité sociale, tout ça, mais si mon partage de données va permettre de trouver un remède ou quelque chose pour telle condition de santé, bien, allez-y. Mais ça, c'est des patients qui sont sensibilisés au processus de la recherche académique. Mais comment faire ça à une échelle populationnelle, comme vous l'avez suggéré pour les données d'info? Et là aussi, comment tu sensibilises une population qui ont des niveaux de littératie qui sont limités à la recherche? C'est variable. C'est marrant, c'est pareil pour les impôts. Il y a plein de gens qui se plaignent qu'on les dépense mal, ils ne comprennent pas à quoi ça sert, ils ne voient pas les bénéfices qu'ils ont au quotidien, ou les routes, n'importe quoi. Et pourtant, on le fait quand même, c'est culturel, c'est ancré dans notre manière de fonctionner. Oui, mais non, mais c'est obligatoire, mais au départ, ça date d'il y a centaines d'années, c'est des systèmes qui ont évolué, etc. Mais les incitatifs sont là, mais les gens ne les voient pas toujours. Et en santé, je ne dis pas que c'est pareil, la finance et la santé, pas du tout, mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait 2 comportements très différents. Alors, c'est des données qui, quand on pose des questions aux gens par rapport à l'acceptabilité sociale de leur partage de données, dans tel cas ou dans tel cas, ils sont très frileux dans les 2 cas. Mais par exemple, ça ne dérange pas. C'est l'État qui contrôle. Alors que c'est intéressant comme paradoxe. C'est bien utiliser un impôt sur la santé, peut-être à base de données.
pense qu'en salle, ils n'entendent pas. Et conduire et en permis de conduire, bah, c'est pareil, mais c'est pour la société. Enfin, je pense que c'est quand même difficile d'imposer à tout le monde de donner des données de santé qui les concernent aussi fortement, même de manière intime. De manière obligatoire comme ça, moi je trouve ça borderline éthique. Mais parce que oui, les impôts, il y a quand même une raison en arrière, qui est sociétale. Ici, là, pour arriver à convaincre les gens pour la recherche, c'est quand même plus difficile parce qu'ils n'ont pas le. Ça va pas être quelque chose pour des infrastructures directement, ça va pas être quelque chose pour les routes, ça va pas être quelque chose pour un passage piéton. C'est quand même la recherche à une temporalité qui est quand même plus longue que certaines choses que je pense qu'on ne peut pas trop. J'ai pas la comparaison de la par exemple, on va les maladies rares. Ouais. Tu connais quelqu'un, déjà, je vais plus sensibiliser. Tu connais quelqu'un qui a eu un cancer. En fait, il y a plein d'autres facteurs qui vont expliquer que tu es plus enclin à partager tes données. Et si tu as des facteurs de risque, tu connais des gens. Avec la pandémie, là, quand on regardait, on a fait une étude à ce moment-là, on a vu, les gens étaient prêts pour plein de raisons. Là, il y avait de l'incertitude, ils ne savaient pas. Mais même dans d'autres contextes, en fait, je pense que tu connais quelqu'un, enfin, il y a plein de choses, quelqu'un de proche, tu sais, je veux dire, tu vas être d'accord pour le partage, c'est comme pour le don d'organes. Tu expliques que tu ne veux pas, tu expliques tous les bénéfices, tout le monde devrait le faire, admettons, tu considères certains contextes là. Mais si tu connais quelqu'un qui en a eu un, tout de suite, ça change ta perception, là, tu sais, je veux dire, donc c'est vraiment important. Et je pense que la pandémie aussi, il y a le masque qui n'a pas été accepté. Alors, c'est le gouvernement. Donc, on voit un manque d'acceptation d'un port de masque simple. De là à forcer la société à donner ces données, je pense que on a beaucoup de chemin à faire parce qu'on avait quand même une. Enfin, là, on avait un incitatif assez important quand même. Mais je pense que pour le port du masque, je crois qu'il y a eu beaucoup de la part même de la stratégie politique. Beaucoup de. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait beaucoup de messages politiques qui étaient, ça servait à rien. Après, on a dit, ça sert, tout le monde a porté. Et ces contradictions peuvent être avec certaines réticences. Pourquoi avant tu disais que ce n'était pas obligatoire, maintenant tu veux que je l'oblige, tu veux m'obliger à le porter, etc. Ça, ce sont des questions que les gens ont. C'est pourquoi même dans le domaine de la recherche, pour permettre aux gens d'adhérer beaucoup plus, il faut avoir la meilleure stratégie pour être le plus cohérent possible et plus transparent dans notre manière de communiquer avec et la population, parce que nos contradictions seront utilisées contre nous pour remettre en cause tout ce que nous disons, même quand ça devient plus ou moins évident. Par contre, si on partage, par exemple, des radiographies, tu pourrais dire, si on met toutes les radiographies de tout le monde, tout agir à l'échelle, en même temps dans un hôpital versus dans la province, versus dans le Canada, versus partout, et bien là, tu vois que si tu partages toutes les données cancer du sein de tout le monde, ça va améliorer les algorithmes et la connaissance. Donc, tout le monde devrait pouvoir dire, mettez toutes les mammographies ensemble, peut-être. Mais il faudrait l'expliquer, mais sauf que là, il faut expliquer à chaque fois pour chaque chose, c'est ça qui est compliqué. Donc, la question, mais il y a un bénéfice pour la société, en fait, c'est ça que le partage des données de santé. C'est évident, mais il n'est pas visible, ou il faut l'expliquer pour certains aspects, en fait. Je crois que nous avons dépassé le temps pour cette conférence. Merci à ceux qui sont restés venus. Et merci à ceux qui étaient dans la salle. C'était très intéressant. Merci à tout le monde. Et puis, espérons que nous aurons encore des conférences avec